Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue à cet autre numéro de Point de rencontre de votre émission. Nous suivons les développements de la République démocratique du Congo avec des acteurs qui se mouillent le main, ceux qui prennent les initiatives, qui sont en première ligne sur le front pour apporter la République démocratique du Congo dans la sphère des pays développés, de pays modernes. Aujourd'hui, en marge de l'atelier sur l'Union des conseils économiques et sociaux de l'Afrique, qui a réuni une vingtaine de pays, nous recevons un acteur majeur, pas dans le sens de fond, mais la forme. Celui qui a travaillé la communication, celui qui a fait en sorte que le Congo va être vu et connu autrement au travers de cette assise de Kinshasa qui a commencé le 26 et se clôture aujourd'hui le 27. J'ai l'honneur de recevoir sur ces plateaux improvisés Didier Pambia. Didier, bonjour et bienvenue. Merci à toi pour cette invitation. Je suis heureux de t'avoir enfin, j'ai dit enfin parce que beaucoup de rendez-vous manquaient. Et qu'est-ce qu'on peut dire de ces assises qui venaient de se clôturer tout à l'heure, qui a réuni les conseils économiques et sociaux de l'Afrique et des organisations similaires du monde? Bon, une occasion, encore une fois, de travailler sur, tu parlais de forme tout à l'heure, sur l'image de la RDC au niveau international. J'étais content de voir que les participants ne s'attendaient sûrement pas à ce niveau d'organisation d'événements parce qu'ils ont toujours des appréhensions par rapport à ce qui peut se passer dans l'accueil à l'organisation. Et ça contribue en fait à changer positivement la perception que les gens ont sur la RDC. Donc le décor est là, mais avant ce décor, nous avons travaillé aussi sur les textes, nous avons travaillé sur le message qu'il faut faire passer. On a tendance souvent à minimiser l'impact de la communication événementielle dans ce cas-ci, mais ce n'est que la pointe de l'iceberg. Bien en dessous de ça, il y a tout un travail en amont qui se fait pour collecter des informations, créer les messages, créer les visuels et faire en sorte que quand les gens viennent dans un environnement comme celui-ci, ils voient que nous répondons de manière professionnelle aux standards internationaux. C'est ce que je n'avais pas dit que Didier, vous êtes patron des médias, vous êtes dans la communication, mais dans la communication événementielle notamment. Aujourd'hui, quelle est la place qu'occupent ces niveaux de communication? Parce que par les passés, j'avais reçu par le passé les Mako Maka, ils étaient ensemble. Anecdote, ils étaient en Australie, ils voulaient expliquer aux gens qui revenaient de la République, ils étaient originaires de la République démocratique du Congo, mais personne ne voyait pas. Il a fallu qu'ils parlent des combats du siècle à l'Iforeman et tout le monde savait situer où se trouvait le pays. Alors, qu'est-ce que la communication, dans le cadre qui nous concerne ici, peut apporter à un pays comme le nôtre? Vous savez, j'ai organisé ici des événements d'envergure comme les obsèques de Papa Etienne Tshisekedi, la pré-COP 27. Récemment aussi, on a co-organisé l'accueil du pape François en RDC. Tous ces genres d'événements contribuent à projeter une image différente du pays. Vous avez parlé du combat à l'Iforeman et de faire connaître aussi le pays à l'étranger. Et on peut s'en servir justement pour véhiculer une image différente du pays. J'organise, comme vous le savez, aussi le Festival international de la rumba et de l'élégance Fire en collaboration avec le Centre Wallonie Bruxelles qui a lui le festival Rumba Parade. On le fait souvent à fonds propres, ce genre d'événement, mais la rumba par exemple contribue à ce que j'appelle le soft power, c'est-à-dire qui projette la culture du pays, ce que le pays a de meilleur. On doit favoriser ou accompagner plutôt ce genre d'événement de manière à contribuer à améliorer la perception négative qu'on a souvent du pays. Donc, la communication joue un rôle important. Mais je suis président national de la commission communication et marketing à l'AFEC, la Fédération des entreprises du Congo.
Et je milite activement pour qu'on reconnaisse le rôle de ce secteur, pour qu'on essaie de créer un cadre légal qui permettra justement aux acteurs de ce secteur d'être mieux perçus et d'éviter qu'il y ait des personnes sans qualification, sans compétences, d'usurper en fait le rôle qui revient à des personnes comme des journalistes comme vous. N'est pas journaliste qui veut, mais on constate que dans notre pays, parfois, des gens qui n'ont aucune formation, aucun background, aucun parcours dans la formation journalistique, s'improvisaient journalistes. Malgré que j'ai vu que la loi Mouyaya essaie justement de mieux encadrer le secteur, il y a quand même des fissures qui permettent à des gens de s'improviser et de ternir souvent l'image des vrais professionnels. Et c'est ce que nous essayons de combattre dans notre secteur. Didier Pambia, je dis à l'entame de cette émission que nous donnions la parole à ceux qui font le Congo, à ceux qui dessinent le Congo de demain, à ceux qui se mouillent les mains. C'est vraiment une manière, pas seulement figurée, parce que vous êtes des patrons de l'Optimum, vous êtes membre de la FEC, vous êtes dans plusieurs organisations. Est-ce facile d'entreprendre au Congo, surtout dans un secteur aussi méconnu comme celui des communications? Bon, c'est pas du tout toujours facile, parce que la RDC a ses réalités. Mais je pense que la difficulté rajoute encore un peu plus au fait de travailler dans le secteur, de pouvoir se démarquer. Il est évident qu'un secteur méconnu comme le nôtre ne permet pas toujours facilement d'avoir accès au crédit qui est nécessaire quand on veut que son affaire ait plus d'envergure. Mais quand les gens ne comprennent pas le secteur, ça devient difficile d'accompagner. Dans le cas des marchés publics, par exemple, beaucoup de marchés publics où il y a le plus de financement préfèrent parfois octroyer des marchés de communication à des personnes qui ont ce qu'on appelle un peu dans le jargon des agences mallettes, qui ne créent pas d'emploi, qui n'ont pas une infrastructure, un lieu où on peut les voir, qui n'ont pas souvent la compétence et qui viennent arracher le marché à des personnes qui ont des structures, qui ont des employés, qui contribuent en payant des taxes, etc. Or, il est important, à mon avis, d'identifier les différents acteurs. C'est pour ça qu'à la FEC, maintenant, on est en train de mettre un annuaire des acteurs du secteur et qu'on travaille à la mise en place d'un cadre légal. Mais comment ça peut être ainsi quand on sait qu'il y a déjà une loi sur la passation des marchés en République démocratique du Congo? Il y a des procédures pour accéder aux marchés surtout publics. Comment en pratique ça continue à se passer? Parce que je présume qu'il y a parfois des marchés qui se passent, comme vous venez de le dire, de gré à gré et qui permettent justement de passer outre la sélection des candidats. C'est le copinage qui prime, c'est l'amitié. Bon, le copinage, on veut bien, ça peut exister, mais le copinage doit quand même tenir compte des compétences. Moi, dans mon entreprise, même si j'ai un ami avec lequel on entretient des bonnes relations, je ne le prendrai pas pour le mettre dans un poste où il n'a pas les compétences. S'il a les compétences, je veux bien le faire. Et encore. Donc je pense qu'il est important quand même de se dire, on vient de mettre en place la RSP pour la sous-traitance et qui doit privilégier les acteurs nationaux dans des marchés d'envergure, mais il y a des grands marchés qui viennent. On vient de parler de la francophonie ici, il y a d'autres événements qui se passent où on vient octroyer des marchés à des entreprises qui ne sont pas congolaises et ces mêmes entreprises viennent recruter des experts locaux. La francophonie, parlons-en, Olivier. Est-ce que pourquoi, quand il s'agit des événements de cette envergure, où on prend des entreprises mallettes, où on prend des entreprises étrangères au motif qu'elles sont beaucoup plus compétentes? Est-ce qu'il y a vraiment, il manque vraiment de la compétence ici chez nous? Bon, il y a des niveaux de compétences effectivement qui n'existent pas localement. Mais dans ce cas-là, ces entreprises
Nous, on sait où les trouver. Par exemple, s'il y a quelqu'un qui doit faire des feux d'artifice, on ne va pas le recruter. On peut recruter Optimum ou une autre boîte de la place. Elle va recruter cette personne qui fait des feux d'artifice parce que c'est un marché que nous maîtrisons. On a eu à le faire à certains événements, mais aller octroyer le marché à une entreprise étrangère qui, elle, viendra recruter parfois des gens qui sont locaux et qui ont des compétences, je pense qu'il y a à ce niveau-là des choses qui doivent être réellement changées. Et le cadre légal sur lequel nous travaillons devra permettre d'éviter ce genre de situation. Même par rapport à cette situation, vous pensez qu'on peut avoir une émergence des entreprises concurrentes, compétentes dans ces conditions-là? Parce que apparemment, la compétence ne compte pas, c'est plutôt d'autres critères que la compétence qui entre en ligne de compte. Difficile en effet, d'autant plus que le marché congolais, pour l'instant, en termes de communication, est assez restreint. Le seul secteur où les entreprises de communication peuvent encore aller trouver une diversité, ce sont les entreprises publiques, ce sont les ministères, c'est le gouvernement. Et là, je pense qu'il est important maintenant qu'à ce niveau-là, on identifie quels sont les véritables acteurs du secteur. Du secteur privé, ce sont les mêmes entreprises vers lesquelles les entrepreneurs du secteur de la communication sont en train de se ruer. Pourquoi? Parce que la diversité des entreprises du secteur privé qui ont besoin de services de communication vient avec l'attraction des investissements. Je vais dans un pays comme le Kenya, par exemple. Dans le même pays, je vais trouver Volkswagen, je vais trouver McDonald's, je vais trouver tous les acteurs internationaux, les leaders, les top leaders dans tout ce qui est entreprise, que ce soit dans le bois, que ce soit dans l'agroalimentaire, que ce soit dans les télécoms, ce qui donne une diversité aux entreprises qui travaillent dans le secteur d'avoir des clients. Mais si on va se limiter essentiellement aux brasseurs, ce sont les mêmes, aux télécoms, et à la fin, se font désirer. Oui. Ils se font désirer, ils peuvent brader les prix parce qu'ils sont en minorité et tout le monde veut aller vers eux. Mais ça viendra, moi je suis convaincu, avec le fait que maintenant le Congo vient de s'ouvrir de plus en plus au niveau international, on aura de plus en plus d'entreprises qui viendront et le secteur aura de plus en plus de compétition saine. Je vais être provocateur, mais pourquoi Optimum a brillé par son absence au 9e jeu de la francophonie? Bon, on a été approché à un certain niveau, mais les conditions... Vous avez été le plus cher? Non, je ne sais pas, les conditions n'étaient pas là. Moi, avant de procéder dans un marché, il faut que j'ai un contrat en bonne et due forme. Et, des débats sur les contrats, ça continue. Oui, et donc je pense qu'à un certain moment, il faut faire des choix. On a été approché effectivement, on a rencontré des gens, on a même fait on a fait des propositions. Mais bon, on ne peut pas gagner à tous les coups. Mais qu'est-ce qui fait la force d'Optimum aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait la force des Didier aujourd'hui, des Pambé aujourd'hui, si on sait que même si à la francophonie, ça n'a pas été très fort, mais vous êtes de tous les grands rendez-vous du pays, quand même. Le sérieux, l'expertise, l'expérience. Ça fait quand même personnellement, en tant que personne, plus de 30 ans que je suis dans ce secteur. L'entreprise Optimum, maintenant, on va vers la 15e année d'existence, en ayant travaillé avec des grands acteurs du secteur privé dans les télécoms, dans tout ce qui est brasserie et dans le secteur des mines, avec le gouvernement. On a fait plusieurs grands événements ici. Donc, on a un portfolio qui justifie que quand il y a des événements où l'image de marque du pays est en jeu, qu'on vienne faire appel à nous. Donc je pense que c'est un peu plus dans ce secteur-là. Parce que Didier est un peu plus généreux, opération retour. Parce que, bon, je pense que si ce n'est qu'à ce niveau-là, on ne serait pas là après autant d'années. Hein, parce qu'il y a plusieurs changements qui se font dans l'administration publique ou dans le secteur privé. Je pense que c'est l'expérience qui compte, la compétence avant tout, et le fait que le sérieux est là et que quand nous faisons des événements, il y a beaucoup d'éloges, comme dans cet événement-ci, vous avez suivi les intervenants.
Ce ne sont pas des Congolais, mais ils étaient là pour dire que l'organisation était au top. Et donc ça, c'est plus que la publicité, le bouche à oreille. Justement, on va vous donner l'occasion de suivre quelques intervenants que nous avons eu à interviewer en rapport avec les assises de Kinshasa et nous revenons sur ces plateaux. Clôture ce mercredi 27 septembre 2023 des assises de l'Union des conseils économiques et sociaux ICESA en sigle au Pullman Hotel à Kinshasa, République démocratique du Congo. Plus de 20 pays membres de l'ICESA ont participé à cette assemblée générale pendant 2 jours sous le thème « La mobilité climatique en Afrique ». Les leaders des conseils économiques et sociaux de l'Afrique se sont réunis pour réfléchir et analyser ensemble afin de proposer des solutions sur la situation climatique au monde. Jean-Pierre Kiwakana est le président du conseil économique et social de la RDC. Que pour notre pays, c'est très important de donner une autre image que celle que nous avons l'habitude de donner. Le fait d'avoir remarqué que plus d'une vingtaine de pays ont répondu grâce à cette grande diplomatie que développe le chef de l'État. Si ce n'était pas le cas, tous ces pays ne seraient pas avec nous. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est que nous, la République démocratique du Congo, nous nous trouvons au centre de la solution qui concerne aujourd'hui l'humanité. Il ne s'agit pas uniquement d'un problème typiquement congolais, c'est un problème qui concerne l'humanité. Pourquoi? Parce que nous sommes le pays qui avons la maîtrise de l'oxygène qui permet à l'humanité de vivre convenablement. Lorsque vous parlez, je dis ça d'une manière imagée, mais c'est la vérité. C'est que nous avons les forêts que nous avons l'eau que nous avons tous les paramètres qui permettent à l'humanité. Nous avons les tourbières, nous avons les mangroves. Et toutes ces tourbières, toutes ces mangroves, toutes ces forêts participent à l'amélioration de la vie de l'humanité. Et par conséquent, il était tout à fait normal que l'Union des conseils économiques et sociaux d'Afrique se réunisse ici chez nous pour essayer de réfléchir ensemble, d'analyser ensemble et finalement de proposer des solutions. Vous avez suivi la qualité des échanges qu'il y a eu. Et la qualité de ces échanges finiront par produire des résolutions que nous nous permettrons de remettre auprès de nos dirigeants africains. Quelques participants de ces assises se sont exprimés. Ce que je vois là avec ce qu'entame l'UCESA, c'est ce mouvement collectif, ce mouvement commun des sociétés civiles organisées francophones et en l'occurrence aujourd'hui africaines pour faire entendre leur voix et pouvoir renforcer leur position de manière à ce que nos recommandations soient toujours plus écoutées et notamment dans les grands événements qui est en train d'être détaillé maintenant comme la COP28, la COP29 ou la COP15 biodiversité. Alors je pense qu'aujourd'hui, oui, on a les moyens, il faut en tout cas se donner les moyens d'une action qui soit collective et c'est ce qu'on a pu entendre ce matin avec les 2 experts congolais qui ont pu nous détailler la situation de la RDC, pays solution, avec aujourd'hui le fait qu'il faut conjuguer écologie et économie sans jamais oublier la manière dont ces enjeux touchent le peuple et son bien-être. Remercier le président du Conseil économique et social de la République démocratique du Congo parce que l'événement que nous sommes en train de vivre ici remet pleinement le Congo dans son rôle de moteur, non seulement sur le plan politique, économique et social, au niveau de l'Afrique centrale de la CEEAC, mais au niveau de l'Afrique en général, parce que le Congo fait partie d'un de ces des géants d'Afrique. Didier, vous avez suivi avec nous quelques responsables de structures de pays amis à Kinshasa. À la fin, tous sont d'accord pour reconnaître que l'organisation a été au top. Et ils repartent avec une image remaniée, changée de la République démocratique du Congo. Et même le président du Conseil économique et social de la République démocratique du Congo a dit que cet événement a hissé encore plus haut l'image de la République démocratique du Congo. Ça vous fait quoi, à vous, d'entendre tout ça? Bon, c'est déjà un plaisir, ça fait
ça renforce encore notre conviction qu'il faut travailler d'arrache-pied pour toujours porter l'image du Congo à un niveau international plus haut. Contribuer à ce que le ministre Moué appelle changement de narratif. Le changement de narratif ne peut arriver que s'il y a ce genre de choses qui arrivent, si nous-mêmes les Congolais prenons conscience que l'image de marque du pays, c'est la première des choses sur laquelle il faut travailler et qu'il faut mettre beaucoup d'énergie à faire pour que le pays soit reconnu différemment, parce que ça va contribuer à amener aussi des investisseurs, à amener des touristes. Quelqu'un qui se dit que bon, en RDC il y a la guerre, parce qu'il n'a pas une connaissance du fait que c'est un sous-continent et que ce qui se passe à 2000-3000 km de Kinshasa ou de Bandundu, du Katanga, n'est pas forcément à la porte des lieux où il va visiter. Il faut que nous-mêmes, les Congolais, nous commençons comme vous les journalistes, à construire une image différente. Je sais qu'à l'époque, il y avait des documentaires, des reportages qui se faisaient pour vendre le Congo, dans le bon sens du terme, pas vendre le Congo, vendre les minerais du Congo, mais vendre l'image du Congo de manière différente. Il faut qu'on produise plus de contenu à nous, parce que les autres produisent du contenu sur nous, sans notre aval, sans notre accord. Mais est-ce que nous n'avons pas perdu l'âme, je dirais, notre fierté comme peuple, parce qu'auparavant, on était fiers de nous présenter comme tel. Aujourd'hui, c'est comme si nous avons honte, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de vocation, il n'y a plus de motivation à nous vendre. Qu'est-ce qui s'était cassé Ça dans revient. la fierté? Je pense que j'en ai parlé dans une présentation où je parlais de restaurer la fierté. Voilà. Et je disais, comme le disent les Burkinabés, quand tu ne sais plus où tu vas, regarde d'où tu viens. Qui étions-nous? Qui était le Zaïre? Vous voyez, c'était une puissance économique, militaire, en termes de musique aussi, culturelle donc, en termes de tout ce qui est scientifique, des professeurs Malou, il y avait. Donc, si on avait un programme spatial vers les années 70. Alors, comme nous ne savons plus qui nous sommes, on doit regarder qui nous étions. C'est un peu dire, oui, nous étions rois. Et ce qui a été peut revenir. Et c'est ce travail que nous devons faire auprès des jeunes pour leur dire, toi Congolais, sache qui tu es. Et quand on parle de pays solutions, on en a parlé encore ici, j'ai rédigé même un petit document où on montre justement qui nous sommes en termes de puissance, potentiel. Mais il faut transformer ce potentiel-là maintenant en quelque chose de concret. Et ça, c'est moi, c'est vous. Chacun de nous doit contribuer. Il ne faut pas seulement se dire attendons que le gouvernement vienne faire quelque chose. Ben Didier, je veux pas faire le Congo bashing, mais est-ce qu'on n'a pas baissé en intensité? Je veux dire en termes de contenu, en termes de capacité individuelle, en termes de génie, comme peuple. Je pense qu'il faut qu'on remette devant le monde les compétences que nous avons. Les Congolais eux-mêmes sont les premiers à faire du Congo bashing. Parce qu'ils ne reconnaissent pas, bon tiens, Didier a un talent, pourquoi ne pas reconnaître ce talent-là? On va dire, bon, Didier a un talent, comment faire? Moi j'aime la compétition américaine. Mon compétiteur est bon, comment je fais pour être aussi bon que lui ou meilleur? La démarche qu'il y a ici, c'est de se dire, mon compétiteur est bon, comment faire pour le casser, pour qu'il soit bas? Alors quand nous commençons nous-mêmes à nous entretuer, le talent disparaît. Mais il y a des personnes compétentes ici. Et le pays a été doté de toutes les ressources humaines, du sous-sol, des forêts, de l'eau, pour être une grande puissance. Mais ce qui manque maintenant, c'est qu'il y ait une synergie entre les Congolais. Et ça, je pense que c'est un travail que nous devons faire parmi nous, les gens qui décident dans tel secteur, parmi les gouvernants, dans le secteur public, dans le secteur privé, essayer de créer des rôles modèles en dehors de la politique. De toute façon, vous savez que les rôles modèles maintenant, on les retrouve en musique, comme les Fali Poupa, on les retrouve dans l'église comme certains pasteurs, comme le pasteur Dalo. On les retrouve partout, sauf là où il faut aller trouver des décideurs. Beaucoup de gens ne veulent même plus s'identifier aux politiques.
Parce que la politique veut dire mensonge, veut dire ceci, cela. Donc il faut qu'on recrée des rôles modèles en politique, dans les affaires. À l'époque, vous savez, on avait des gens comme les Dokolo, les Bemba Saolona, les Kisombe, et tout ça. Oui, alors il y en a qui existent, mais on ne veut pas promouvoir ce genre de modèle. Je pense que si nous revenons aux prémices de ce que nous étions, on peut maintenant mieux se projeter. Mais ces modèles-là, moi je les appelle des patrons. Le patron entendu dans le sens des coupes et coutures, hein. Des modèles qu'on dépose sur un tissu pour dessiner les modèles ou couper les modèles. Mais comment le recréer? Parce que vous et moi sommes ici, 30 000 candidatures pour 500 postes. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une crise des modèles. Qui aimerait suivre Didier avec son optimum, ou c'est facile regarder un député prétendument qui recevrait 21 000 $ qui ne sait pas quoi faire avec. Des médailles de mérite. Hein. C'est-à-dire qu'on reconnaît des gens dans différents secteurs. Dans la science, dans les affaires, en politique, dans les sports et tout ça. Et ces gens servent de miroir pour les jeunes, pour les gens de la société, pour dire « je veux être comme telle personne ». Vous allez dire pourquoi on en est arrivé là. Il y a eu une cassure en effet. Je pense quand il y a eu les premiers pillages, le deuxième pillage, nous avons vécu une guerre certains le disent les guerres de libération, d'autres d'occupation, qui a cassé beaucoup de choses. Moi quand j'ai grandi, l'argent n'était pas une source de reconnaissance sociale. On reconnaissait quelqu'un parce que c'était un professeur d'université, un bon médecin, parce qu'il avait un cursus, parce qu'il avait une bonne savant comme Malou. Mais quand l'argent devient une façon de reconnaître le mérite des gens, là il y a une dérive. Il y a une dérive. L'argent, ça peut être partie des choses sur lesquelles on peut reconnaître les mérites d'une personne. Ça ne doit pas être le seul critère de reconnaissance sociale. Et c'est cette dérive-là, à mon avis, que nous devons essayer de faire un redressement. On peut redresser la barre pour voir un peu comment reconnaître les mérites des gens par leur probité morale, intellectuelle, leur contribution scientifique, leur contribution dans le secteur des affaires, leur contribution dans le secteur scientifique, et sortir un peu de ces modèles-là qui ne sont pas bons. Alors, nous tendons vers la fin de notre entretien, cher Didier. Et pour l'optimum, quelles sont les perspectives d'avenir? Quels sont les projets en vue? Ou peut-être des recommandations, de sollicitations de la part... On va être un leader dans le secteur de la communication et du marketing, à travers le magazine Optimum que vous connaissez, à travers l'agence Optimum, qu'à tort parfois on qualifie d'agence événementielle, mais qui est une agence de stratégie en communication, parce qu'on peut accompagner les gens même dans les périodes électorales ici, dans les stratégies de communication. On peut accompagner des campagnes de sensibilisation à l'échelle internationale ou nationale pour le pays ou pour les individus. On veut faire plus, on veut avoir des succursales, pas seulement à Kinshasa, mais peut-être à Lubumbashi, à Goma, mais ça demande une réelle connaissance du secteur de la communication par ceux qui amènent le financement. Parce qu'à un certain niveau de développement, il faut ce boost-là, ce coup de pouce qui vient de financement public ou privé. Donc c'est à ça que nous sommes. On ne se plaint pas, comme vous l'avez dit, on a quand même accès à plusieurs marchés, mais il est vraiment pour une pérennité de ce que nous faisons, d'avoir maintenant un levier financier qui nous permette d'aller plus loin que ce que nous faisons maintenant. En tout cas, merci pour cette opportunité que vous nous donnez. Ça a été un plaisir et un honneur que de faire parler un compatriote qui peut aujourd'hui être présenté comme un modèle dans son domaine. Voilà, c'est ces Congos-là que nous voulons. Et nous suivons le développement du pays dans ce sens. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, d'avoir suivi. Et chers internautes, à n'importe quel moment vous allez prendre cette émission, nous avons été plaisir d'être de vôtre. Portez-vous bien et à très vite. Ciao.